Sud, terre d'asile pour une multitude d'animaux sauvages et paradis des girafes. Pourtant, dans la région du Transvaal, des dizaines de girafes ont été trouvées mortes. Rien, aucune raison apparente ne semblait expliquer ce mystère. Une énigme dont voici l'histoire. Wouter van Hoven est biologiste à l'université de Pretoria. Spécialiste des ruminants, il reçoit des photos de tout le Transvaal. Les girafes sont en train de mourir sans que personne ne comprenne pourquoi. La situation est catastrophique. Wouter est sollicité de toutes parts. Lui peut trouver la raison de ce drame. Regarde ça, ils essayent même de lui faire un massage cardiaque. Tu te rends compte? Il faut agir vite, mais comme il est impossible d'amener les girafes dans mon laboratoire, il n'y a qu'une solution. Amener mon laboratoire jusqu'aux girafes. Pour partir dans le bush, Wouter a décidé d'aménager un laboratoire mobile. Avec Suzanne, mon assistante, on doit tout mettre sans dessus dans mon laboratoire de l'université. Nous ne savons pas encore ce qui nous attend sur le terrain, alors nous devons emporter tout notre matériel. Suzanne n'est pas seulement son assistante, elle est aussi sa femme. Et voilà donc parti pour un nouveau voyage de noces, pas comme les autres. Arrivé sur le terrain, Wouter se trouve face à une panique généralisée. Afin de contrôler et de protéger les diverses populations animales, différents parcs et réserves ont été créés à travers l'Afrique du Sud. Les réserves nationales, d'une part, couvrent de larges territoires délimités par l'État. Les Game Ranch, quant à eux, sont des institutions privées destinées au tourisme. Les propriétaires de ces ranchs possèdent un certain nombre d'animaux représentatifs de la faune africaine qui vivent en toute liberté et autonomie sur un large terrain, délimité par des clôtures. Ça, c'est typiquement un problème écologique. Ça ne doit pas être une question de poison ou même de maladie. Pour l'instant, les indices sont confus. Aucune piste logique ne permet à Wouter de comprendre de quoi souffrent les girafes. Il n'y a alors qu'une solution, les épier et les étudier. Il n'est pas évident de repérer les girafes dans le bush, même si elles sont très hautes. Ce sont des tours de contrôle des animaux. Elles font presque 6 mètres. Mais leur couleur se confond avec celle des arbres. Et lorsqu'enfin je les ai localisées, ce n'est pas toujours facile de les approcher. Dès que j'avance un peu trop, elles s'enfuient. Et si elles ne s'enfuient pas, elles scrutent l'intrus. Elles arrêtent toute activité et regardent. Ce sont elles qui observent. Et cela peut durer plus d'une demi-heure. On dirait parfois que ce sont elles qui m'étudient. Lorsqu'enfin les girafes ne font plus attention à moi, je peux commencer à travailler. Mais alors, elles passent la plupart de leur temps à manger et ruminer, et dire qu'elles ne digèrent que le tiers de ce qu'elles engloutissent. L'observation n'est pas facile, car les girafes ne font rien d'exceptionnel. Ça demande beaucoup de temps pour arriver à déceler quelque chose d'anormal.
girafes vivent en groupe. Généralement, les troupeaux sont constitués de mâles ou bien de femelles avec leurs petits. Lorsque les groupes se croisent, des règles de civilité accompagnent leur rencontre. Pour montrer qu'il n'est pas sur son territoire, l'intrus baisse la tête en signe de salut. Les autres peuvent alors le laisser passer. Nuit et jour, Wouter poursuit son observation à la recherche du moindre indice. Les girafes mettent parfois des jours et des jours avant de me dévoiler un comportement inattendu ou étrange. Parfois, ma patience est récompensée. J'aime particulièrement les regarder lorsqu'elles sont tendres. C'est avec leur cou qu'elles démontrent leur affection envers leurs petits ou leurs partenaires. Après plusieurs semaines d'observation, Wouter s'approche d'une girafe qui semble enfin démontrer un comportement insolite. Elle mâche quelque chose. Mais cela n'a pas l'air d'être des feuilles. En regardant plus précisément, Wouter constate quelque chose d'extraordinaire. La géante se délecte d'un os. Elle en retire sans doute les substances minérales. L'os est peut-être un précieux indice pour Wouter. Les girafes pourraient souffrir d'un manque nutritif qu'elles tentent de combler en mâchant des os. La viande qui reste sur les os est généralement absorbée par les hyènes, mais dans ce ranch, il n'y a ni prédateurs ni charognards.
Même si les restes de chair peuvent intoxiquer les girafes, je ne peux pas dire, après toutes les analyses que j'ai effectuées, que ces os sont à l'origine d'une mortalité si importante. Les girafes continuent à mourir dans les ranchs du Transvaal. Et Wouter n'a toujours pas trouvé la raison. Les propriétaires des ranchs l'assaillent. Il est leur seul recours. Ils le convoquent et le conduisent sur les sites. Wouter relève les informations, cherche des indices. Il faut faire vite. Il faut trouver le mal dont ces girafes sont victimes. So, this thing must be somewhere around here then? Yes, it must be here someplace. I wonder where. Here it is. Here's the giraffe. Yeah. What a pity. Toutefois, un indice est important. Yeah. So, D'après les informations que Wouter a récoltées, il semblerait que les girafes ne meurent que dans les ranchs, là où les barrières limitent leur territoire et où elles sont présentes en forte densité. Aucun problème particulier n'a été constaté dans les grandes réserves d'Afrique du Sud. Cela ne doit pas être un hasard. Je dois essayer de tirer parti de tout ce qu'il est possible d'analyser. Comme les ossements de girafes mortes, par exemple. Wouter prélève toutes sortes d'échantillons. Il pourrait s'agir d'un problème d'ordre digestif, à moins que ce ne soit la foudre qui frappe d'abord les animaux les plus hauts. Toujours rien. Aucun élément ne permet aujourd'hui d'expliquer la mort des girafes. Wouter doit à nouveau scruter les moindres détails de la vie des géantes durant de longues heures, de longues journées même s'il le faut. Les girafes boivent peu, généralement une fois par jour, voire même tous les 2 jours. Mal à l'aise, elle hésite. C'est au moment de boire, lorsqu'elles doivent baisser la tête, que des problèmes d'irrigation sanguine se font le plus sentir. Un long circuit conduit le sang du cœur vers la tête et de la tête vers le cœur à une vitesse considérable. Afin de moduler cet afflux de sang, des valves sont situées dans les veines du cou et des muscles puissants le soutiennent. Et si les girafes plient précautionneusement les pattes antérieures lorsqu'elles boivent, ce n'est pas seulement parce qu'elles sont trop grandes. C'est aussi pour diminuer la distance entre la tête et le cœur. Lorsque les girafes galopent, elles sont d'une grâce et d'une élégance que je ne connais chez aucun autre animal. Elles peuvent atteindre 60 km à l'heure, mais c'est un peu comme si elles couraient au ralenti. La manière de galoper des girafes est unique dans le monde des quadrupèdes. Contrairement aux autres animaux, les girafes élancent d'abord leurs 2 pattes avant, puis leurs pattes arrière. Leur queue est toujours abattue contre leur corps afin que les prédateurs, les lions principalement, ne puissent pas s'y accrocher. Dans la course, le cou des girafes leur sert de balancier.
Jusqu'à présent, mes longues semaines d'observation n'ont rien démontré d'inhabituel. Ces girafes semblent se comporter tout à fait normalement. Le problème doit donc provenir de quelque chose d'ordinaire. Elles passent leur temps à se nourrir. C'est peut-être là que la réponse se trouve. Les langues des girafes peuvent atteindre 43 cm. Elles passent à travers les épines très facilement. Leur salive contient une substance adhérente qui permet aux girafes d'arracher les feuilles avec une grande facilité. Au cours de ces observations, où tout pourrait sembler banal, Wouter remarque toutefois quelque chose d'étrange. Les girafes ne se nourrissent d'un arbre que pendant 10 à 15 minutes. Ensuite, elles se dirigent vers d'autres arbres. Même s'il reste des feuilles, elles n'y touchent plus et s'en vont. Qu'ont-elles de particulier ces feuilles pour que les girafes n'en veuillent plus? La solution doit être là. En prélevant les feuilles laissées par les girafes, Wouter trouvera peut-être une explication. Yeah. If you got the bag ready, we'll put them right in there and then take them out to the lab. Yeah. The bag, oops, sorry. All right. I'm sorry, I can't look up at you. Otherwise I'll have my eyes full of leaves in a few minutes. Okay, no problem. Yeah, well, they always prefer to eat on the outsides, and there must be a reason for it. Il faut maintenant procéder à l'analyse des prélèvements. Pour Wouter et Suzanne, ces feuilles sont probablement à l'origine du mal. Stuff out of them. You Really want good this nitrogen. thing half full? Yeah, that's fine, that's fine. Okay. Okay, and get that in there. Then Yeah. get your finger off it. No, wait. Sure. Stir it up a bit. It's still hot. En fin de journée, le résultat des analyses est éloquent. Wouter a trouvé, les feuilles sont coupables. Les feuilles sécrètent une matière toxique, le tanin, en quantité beaucoup trop importante. Elle est passée des 5% habituels à 15%. Les girafes ne parviennent sans doute pas à digérer cet excès de tanin. Wouter doit vérifier son hypothèse en étudiant le système digestif d'une girafe de plus près. Pour y parvenir, il faut d'abord endormir un animal. Ne va pas trop loin! Il ne faut pas les stresser! L'opération est délicate. Il faut arriver à approcher une girafe en l'affolant le moins possible. Il faut ensuite être très rapide. Si l'animal court trop longtemps, il risque une crise cardiaque.
l'explosion va bientôt faire son effet, qui ne durera que 10 minutes. L'équipe au sol est immédiatement prévenue par Wouter. Les hommes doivent très vite l'immobiliser. Wouter et Suzanne auront juste le temps d'extraire un peu de liquide stomacal de la girafe. Number 8. Le soir même, le résultat des nouvelles analyses confirme l'hypothèse de Wouter. Number 10. Les girafes sont bel et bien dans l'impossibilité de digérer l'excès de tanin sécrété par les feuilles. La substance toxique est présente en quantité bien trop importante. Reste à trouver la solution. Dans une ferme proche de l'université de Pretoria, Wouter possède quelques animaux pour mener à bien ses recherches. À la différence des ranchs où les animaux prélèvent leur alimentation dans le bush, ici, ils doivent être nourris par les hommes. Les zèbres et les autruches sont toujours les premiers au rendez-vous. C'est un endroit idéal pour tester une nourriture bien équilibrée sur les girafes. Apporter un complément nutritif dans les ranchs pourrait être une première solution. Les barrières posées par les hommes ont protégé les animaux des menaces humaines, telles que le braconnage ou l'empiètement des villages ou des cultures sur leur territoire. Mais ce nouveau territoire leur est imposé par l'homme. La nature, elle, crée son propre équilibre et ses propres lois sur lesquelles l'homme n'a aucun pouvoir. Une harmonie qui s'est mise en place depuis des millions d'années. Dans ces ranchs, les girafes ne pouvaient se déplacer librement. Présentes en trop grand nombre, elles puisaient des mêmes arbres leur alimentation. Affaiblies, ces derniers le leur ont fait comprendre. Depuis leur tronc jusque dans leurs feuilles, les arbres ont dû tirer le signal d'alarme pour leur propre survie. L'excès de tanin que les arbres ont sécrété les ont sauvés de la mort. Un langage de défense qu'ils ont su développer. C'est aussi une solution radicale face à laquelle les girafes, prisonnières des hommes, n'avaient aucune défense. L'homme doit se plier aux lois naturelles. Pour permettre aux girafes de se nourrir uniquement à partir de la végétation sauvage, il ne reste qu'une ultime solution, les déplacer vers des ranchs moins peuplés, où les arbres seront en plus grand nombre, où elles pourront trouver leur place et où l'harmonie naturelle sera respectée. Les arbres de ce ranch, quant à eux, cesseront d'être surconsommés et meurtriers. Cette opération est troublante pour la girafe, mais il en va de sa survie. Grâce à Wouter, cette girafe et beaucoup d'autres échapperont à la mort. Désormais, les arbres ne tueront plus les girafes. La nature a un langage et nous apprenons à l'écouter. Au cœur du bush, Marion Garay vit une passion qui a fait d'elle un modèle de patience et de persévérance. Il y a 5 ans, la scientifique suisse est venue s'installer en Afrique du Sud pour y étudier les animaux parmi les plus impressionnants
malmenés de la planète, les éléphants, et plus particulièrement les éléphantaux. It's alright, cheeky. It's alright, baby. It's alright, girl. Cheeky line. L'approche de Marion nécessite une douceur extrême. It's alright, peanuts. It's alright, cheeky. Don't worry, my girl. L'Afrique du Sud est un lieu auquel je suis très attachée. J'ai le sentiment d'appartenir à cette terre. C'est ici que j'ai grandi. Lorsque j'étais enfant, ma vie se déroulait dans ces grands espaces ou dans le bush, au milieu des animaux. C'est aussi ici que j'ai lu mes premiers babards. Peut-être que ma passion pour les éléphants vient de là. Bien sûr, à ce moment-là, ils m'impressionnaient. Et comme beaucoup d'autres enfants, je les adorais. Aujourd'hui, même si je les aime toujours, je suis en plus fascinée par leur comportement, leur vie sociale si complexe. Plus j'apprends de choses sur les éléphants, plus je suis curieuse et intriguée par leur douceur, leur intelligence. Pour moi, c'est un devoir de travailler pour leur bien-être et leur protection. Il n'y a rien de plus beau à contempler qu'une famille d'éléphants. Étudier les groupes d'éléphants demande beaucoup de ténacité. Les pachydermes sont rapides et dangereux. Ici, en Afrique du Sud, la végétation est particulièrement dense. Alors des heures de patience sont nécessaires. Les meilleurs emplacements pour espérer observer les éléphants, ce sont les points d'eau. Élément essentiel à leur survie comme à celle des autres animaux, l'eau balise toujours les grandes marches des éléphants. Pour Marion, l'attente peut prendre des heures, des jours même. Mais les éléphants arrivent toujours à un moment ou à un autre. C'est un très jeune mâle. Comme tout autre éléphant mâle âgé d'une quinzaine d'années, il vient sans doute de quitter la cellule familiale pour vivre sa vie de solitaire. Les femelles, elles, vivent en groupe. L'observation de Marion est brève. Les éléphants ne restent jamais plus de 10 minutes par point d'eau. Rassasié, le jeune mâle est parti. Mais un nouveau spectacle lui succède. La grande sociabilité des éléphants les conduit à vivre en groupe plus ou moins important, selon les régions ou le milieu. Les éléphants peuvent vivre 70 ans. Chaque famille est composée de 3 générations. Une femelle adulte, la grand-mère, une ou plusieurs de ses filles et les petits, mâles et femelles, de ses propres filles. Si les mâles quittent le groupe à la puberté, les femelles, elles, y demeurent jusqu'à leur mort. Mâles et femelles ne se rencontrent alors que pour se reproduire. Des liens très étroits unissent les membres de la famille et chacun respecte la hiérarchie instaurée. À la tête du groupe, la matriarche, la femelle la plus âgée. C'est elle qui possède la mémoire. Étant la plus expérimentée, elle décide des faits et gestes de tout le groupe, guidant sa famille qui la respecte sans jamais être contestée. Les éléphants boivent une centaine de litres d'eau par jour. Malgré l'épaisseur de leur peau qui atteint 2,5 cm, ils sont très sensibles à la chaleur et ont besoin de l'eau pour se rafraîchir avant de reprendre leur route. Chacun en profite, dans la plus profonde délectation. Tout le groupe familial est très uni, et de réelles émotions semblent habiter les rapports entre ces éléphants. Le petit ne s'éloigne jamais de sa mère, dont il est totalement dépendant jusqu'à l'âge de 2 ans. Objet de toutes les attentions, il est aussi protégé par l'ensemble du groupe. Chez les éléphants, le sens de l'entraide permet à chacun de traverser harmonieusement toutes les étapes de la vie. Le signal de départ a été donné. La matriarche rabat ses troupes. Pour Marion, une fois encore, tout s'est passé trop vite. Il ne lui reste plus qu'à les regarder s'éloigner.
En Afrique du Sud, la préservation de la faune est envisagée d'une manière bien particulière. Les animaux doivent être rentables. Le tourisme s'est développé de façon fulgurante. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est parmi les pays qui comptent le plus grand nombre d'espèces animales. Mais ici, la faune est entièrement gérée par l'homme. Toutes les espèces vivent au sein de parcs et de réserves publiques ou privées, plus ou moins vastes. Chaque réserve est délimitée par des clôtures, quelle que soit sa taille. Des clôtures qui modifient tout l'équilibre écologique existant depuis des millions d'années. Le parc Kruger, avec ses 500 km de long et ses 2 millions d'hectares, est le plus grand du pays. Sur les 10 000 éléphants d'Afrique du Sud, 7 500 habitent le parc Kruger. 7 500 éléphants qui vivent sur un territoire fermé, où les clôtures ont bouleversé leur vie. Aujourd'hui, les éléphants sont en surnombre dans le parc Kruger. Ils détruisent la végétation, privant les autres animaux de la nourriture dont ils ont besoin. Alors chaque année, environ 500 éléphants sont abattus par les autorités du parc. Seuls survivants de ces familles, les jeunes entre 2 et 10 ans. Ils seront vendus à d'autres réserves sud-africaines, des zoos ou des cirques. Terrorisés par les hommes, les éléphantous sont devenus agressifs. Impossible de les approcher. Ces orphelins totalement traumatisés par la tuerie dont les membres de leur famille ont été victimes n'ont plus aucune sécurité affective et ont perdu toute leur base de vie. 800 éléphantous sont déjà passés par cette boma, cet enclos, où ils sont gardés durant une semaine ou deux pour se relever du choc avant d'être remis à leurs acquéreurs. Il faut qu'ils se calment, qu'ils retrouvent leurs esprits et réapprennent à manger. Les principaux acheteurs d'éléphantaux sont les propriétaires de réserves sud-africaines. 5% des orphelins meurent des effets du stress. Certains ne s'adapteront jamais à leur nouvel environnement. Le combat de Marion, étudier les comportements de ces jeunes éléphants, s'assurer de leur bien-être futur. Le terrain d'étude de l'éthologue, la réserve de Mokolo, se situe au nord du Transvaal. Les éléphants vendus par le parc Kruger à d'autres réserves représentent un problème bien spécifique. Les jeunes orphelins ont subi une expérience très traumatisante. Parfois, ils arrivent sur des lieux où vivent déjà des adultes. Mais généralement, ils sont seuls, avec d'autres jeunes du même âge et de la même provenance. C'est le cas des jeunes éléphants que j'étudie à Mokolo depuis 1 an. Ces animaux doivent d'abord s'habituer à un nouvel environnement, puis ils doivent aussi recréer une structure sociale. Mokolo, 4500 km² de terre vierge où vivent les 6 éléphantaux qu'étudie Marion. Ici, les touristes sont rares et les éléphants sont restés très sauvages. Seule Marion sait où trouver les éléphants et les approcher. Leur territoire se situe à plus de 2 heures de marche. Et une fois sur les lieux, il faut les retrouver. Malgré leur taille, les éléphants sont extrêmement rapides et silencieux. Seuls quelques indices lui permettent chaque jour de rejoindre ses protégés, de tout jeunes protégés. 2 groupes d'âge différents vivent à Mokolo. Les 3 plus vieux, âgés de 8 ans, sont arrivés ici il y a 2 ans. Les 3 plus jeunes, de 4 ans environ, vivent ici depuis 5 mois. Les 6 éléphantaux se sont rassemblés à présent. Pour Marion, le travail d'approche est ce qu'il y a de plus difficile. De longues journées de patience ont été nécessaires pour parvenir à observer ces 2 groupes. Et encore aujourd'hui, cachés dans l'épaisse végétation du bush, les éléphants n'apparaissent que s'ils en ont envie. Ce sont eux qui décident. It's alright, Cheeky. It's alright, baby. It's alright, girl. Je leur parle toujours. Ma voix les calme. Ils me connaissent et me tolèrent. Je reste avec les éléphants et les observe tous les jours, pendant 5 ou 6 heures. Chaque éléphant a sa personnalité et je dois réagir en fonction de leur caractère. 55. Cheeky is apart from the others. Distance 3. Secretion 2. She seems very nervous today. She's turning away slowly.
tiny and baby distance one from each other. They're feeding on Pterocarpus. Cheeky seems very nervous today. Les trois plus jeunes, Raisin, Careful et Peanuts, étaient très calmes avant. Mais ils ont rejoint le groupe de Cheeky il y a 4 mois. Depuis, c'est devenu très difficile de les approcher. Cheeky les rend tous très nerveux. Cheeky est peut-être celle des 6 éléphantaux qui a été la plus marquée par son expérience dans le parc Kruger. Très perturbée, cette femelle, la plus âgée du groupe, provoque une panique générale à la moindre intrusion. Pour l'étude de Marion, ce nouveau phénomène est un problème. Il faut recommencer un travail d'approche qui peut encore durer des mois. Le soir, de retour à son camp de base, Marion note ses observations de la journée. À partir de toutes ces données, la scientifique veut savoir dans quelle mesure les jeunes orphelins peuvent reprendre une vie normale. Sa préoccupation première est de voir s'ils peuvent recréer une structure sociale. Le regroupement des 6 éléphants de Mokolo signifie peut-être qu'ils vont fonder une nouvelle unité familiale. Je travaille aussi sur la communication auditive des éléphants. Certaines de leurs émissions sonores sont infrasoniques, donc souvent inaudibles à l'oreille humaine. Mon matériel me permet d'enregistrer les infrasons. Ce qui m'intéresse, pour mon étude, ce sont les vocalisations de stress et d'alerte. Matin après matin, jour après jour, dans l'enchevêtrement du bush, la quête de Marion continue. C'est très difficile d'analyser le langage des éléphants. Ils regroupent leurs informations dans quelques vocalisations de très basse fréquence. Les cris sont reconnaissables, mais d'autres émissions sonores sont très monotones. Quelquefois, la variation dans la durée entre 2 émissions sonores peut avoir 2 significations différentes. J'essaye de voir s'il y a une modification des sons exprimant le stress chez ces éléphants avant et après qu'ils se soient réunis. Malgré l'extrême difficulté du travail de terrain, Marion persévère. Les éléphantaux parviennent régulièrement à la surprendre. Aujourd'hui, Cheeky est très calme en ma présence. Elle met même sa trompe sur le dos de Peanuts. C'est la première fois que je peux observer une interaction entre Cheeky et un autre éléphant. Cheeky a toléré la présence de Marion aujourd'hui. Pour l'éthologue, c'est une formidable récompense. Le lien entre ces éléphantaux semble se resserrer. Ils sont aussi moins nerveux. Peut-être vont-ils finir par recréer une famille unie et stable. Mais pour poursuivre sa recherche, Marion devra revenir encore et encore, doucement, patiemment, profiter des quelques instants que lui offrent les éléphants en leur compagnie. Même si Cheeky semble plus calme, nul ne peut prévoir sa réaction demain. Les éléphants pourront se cacher dans le bush sans lui laisser la possibilité d'entrevoir le moindre comportement. Marion le sait et l'accepte. Les différentes observations effectuées par Marion sur les éléphants orphelins issus du parc Kruger, aussi bien que sur des familles normales, commencent à porter leurs fruits. Pour assurer une bonne adaptation des éléphants, il faut veiller à leur bien-être dès leur arrivée dans leur nouvelle réserve. Les conditions d'accueil des animaux sont cruciales. Marion a créé une association. Son but, contrôler la situation des orphelins répartis dans 55 réserves sud-africaines, mais aussi donner son avis pour accorder ou non l'adoption de nouveaux orphelins. Quoi qu'il arrive, Marion est toujours appelée quand il s'agit d'éléphants.
there, George. How are you? Hi, George. Hi, Marion. Ici, à Thorny Well, Bush, thanks to les you. nouvelles sont plutôt Nice to bonnes. see you again. Nice to see you. How are things? Very well, man. J'ai souvent constaté des problèmes avec les orphelins dans les différentes réserves. Mais parfois, mon travail m'offre des surprises merveilleuses. J'ai étudié les éléphants de Thorny Bush il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est extraordinaire de voir la manière dont ils se sont adaptés. C'est un vrai succès. Ces éléphants sont eux aussi des orphelins issus du parc Kruger. Avec le temps, ils ont réussi à recréer une structure sociale. Chaque femelle a eu un bébé. L'un d'entre eux a 2 ans, l'autre 7 mois, et la matriarche a eu son premier petit il y a 2 mois. À Thorny Bush, les éléphants étaient habitués aux visiteurs. Aujourd'hui, la réserve s'est agrandie et ils se sont déplacés sur un territoire loin des hommes. Mais ils tolèrent encore la présence de Marion. Le groupe poursuit ses activités en toute tranquillité. Les éléphants n'ont pas besoin d'agressivité pour se comprendre. Sans exprimer la moindre contestation, cette femelle est chassée par un mâle. Ce tronc attire les convoitises. La tentative d'intimidation de Blackie est un véritable échec. Marion est juste émerveillée de le rencontrer pour la première fois. C'est bon de savoir que ces 3 bébés grandiront dans des conditions idéales, dans un groupe familial stable, entouré de leur mère. En confiance absolue, les éléphantos vont pouvoir se faire transmettre par leurs aînés les gestes et coutumes de leur vie à venir. Cette petite femelle n'a pas encore appris comment boire avec sa trompe.
Voir ces éléphants, après 3 ans ici, former une famille heureuse, ça, c'est vraiment fantastique. Dans les règles de la nouvelle hiérarchie, chacun a trouvé sa position. En grandissant, les orphelins ont formé une véritable famille sur laquelle se reposer. Leur vie est enfin devenue une vie d'éléphant. La durée d'allaitement des éléphanteaux est parmi la plus longue du règne animal. Les petits têtent pendant environ 4 ans. Les orphelins du parc Kruger peuvent se réadapter. À Thorny Bush, toutes les conditions ont été réunies pour la bonne évolution des éléphants. Marion veillera à ce que cette réussite se retrouve dans toutes les réserves possédant des orphelins. Dans les années 80 en Afrique, le nombre des éléphants est passé de 1 300 000 à 600 000, leur population actuelle. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, les pachydermes sont sauvés. Mais à quel prix? Un jour, peut-être, les clôtures des parcs s'ouvriront, permettant aux éléphants d'effectuer leur longue migration sur un territoire où jamais ils ne seront trop nombreux.